La frustration, elle est compréhensible, la colère aussi, au sujet de la situation sécuritaire. Mais une chose est d'être en colère, c'est légitime, mais une autre qui n'est pas légitime cette fois, c'est de revendiquer dans la violence en s'en prenant à des églises ou en essayant de piller ou d'extorquer des paisibles populations. Tout à l'heure, j'ai eu un échange avec les gouverneurs Ndima qui a fait les tours de la ville et qui m'a rassuré que les mesures sont prises pour essayer de contenir toute cette progression. La situation, elle est déjà difficile à Goma parce que vous avez compris que la stratégie de l'ennemi, c'est d'asphyxier cette ville et si il y a des attitudes comme celle qui a été observée aujourd'hui, cela ne pourra que faire les jeux de l'ennemi parce que lorsque vous versez dans des activités de ce genre, une infiltration n'est pas loin et vous savez quel est le discours que tient le Rwanda au quotidien pour justifier son inutile guerre en République démocratique du Congo, c'est dire qu'il y a une guerre ethnique, c'est dire qu'on s'en prend aux Tutsis. Il faut éviter justement que les infiltrés rwandais qui sont partout ne puissent profiter des événements de ce genre pour s'aimer des actes ou poser des actes qui finalement risquent de retomber sur des paisibles populations. C'est aussi les lieux de revenir. Vous avez suivi qu'il y a eu le week-end dernier une réunion à Bujumbura, à Nairobi, où à l'initiative du président burundais Ndayishimiye, les chefs d'État de la Eastern African Community, communauté de l'Afrique de l'Est, se sont retrouvés pour faire le point de la situation en République démocratique du Congo. Vous avez vu le communiqué qui en est ressorti, mais vous avez vu aussi la mise au point qui a été faite par mon collègue des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, parce que ce qui a été ressorti dans les communiqués ne reflétait pas l'esprit de ces échanges. Ce n'est pas la première fois que nous ayons des soucis de ce genre. La dernière réunion à Sharm el-Sheikh, les choses n'ont pas été rendues de cette manière-là. D'ailleurs, le collègue des Affaires étrangères a été instruit notamment par le président de la République pour les notifier au secrétaire général de la Eastern African Community. Au-delà de cela, nous ne pourrons pas passer sous silence la grosse visite que nous avons reçue du 31 janvier au 3 février, la visite du Saint-Père avec toutes les activités qui ont été organisées. Et le Saint-Père a eu des mots pour chaque catégorie de compatriotes qu'il a rencontrés, en commençant par la classe politique, les diplomates au Palais de la Nation, mais aussi à tous les Congolais à la messe d'Indolo, aux prêtres et aux évêques, aux jeunes. Le pape François a eu dans sa sagesse cette formule, cette métaphore sur les diamants que nous représentons. Donc chacun de vous est un diamant. Nous devons nous tous nous assurer que nous avons compris le message qu'il a donné. Lorsqu'aux jeunes, il a parlé des 5 principes cardinaux en partant de 5 doigts de la main, en utilisant le petit doigt pour dire qu'il faut savoir se faire petit. C'est lorsqu'on est petit qu'on se met au service des autres, ou lorsqu'il rappelle aux prêtres qu'il ne faut pas faire ce que nous reprochons aux autres. Le pape François a eu des mots justes, à la fois pour dénoncer la situation que nous vivons en République démocratique du Congo, mais aussi pour nous interpeller tous partout où nous sommes dans la responsabilité qui est la nôtre pour que nous puissions travailler à faire émerger ces pays. Je pense que c'était l'un des points qui a été abordé par les présidents de la République au cours du Conseil de ministres de vendredi dernier. C'est même en cela d'ailleurs, avec cela, que le président de la République a ouvert le Conseil après avoir accompagné le pape François qui devait prendre son avion pour Djouba. Il a appelé tous les Congolais qui ont reçu les messages papales à raffermir évidemment la foi, mais aussi à mettre en application les précieuses recommandations qui nous ont été formulées par les papes François. Voilà un peu en guise d'introduction à notre échange de ce soir, ce que je pouvais dire sur les sujets de l'air et bien évidemment, nous pourrons revenir à travers vos questions sur l'un ou l'autre aspect si cela nécessite d'apporter des éléments d'éclairage. Maintenant, on va ouvrir la série des questions avec ceux qui veulent prendre la parole. On commence par Madame Élisée Odia. Merci,
Merci, monsieur le porte-parole du gouvernement. Je voulais juste savoir si la RDC n'avait pas signé le dernier communiqué. Et si tel est le cas, au regard du dernier communiqué du sommet de chefs d'État de l'EAC, quel est le point qui semble être indigeste pour la République démocratique du Congo? Et puis, la dernière question, peut-être, c'est celle de savoir, est-ce qu'on a déjà assisté au dernier conseil du ministre du gouvernement, Sama 1? Alors, je ne suis pas celui qui convoque le Conseil de ministres. Cette question, il faudra la poser au président de la République. Alors, sur le communiqué de Bujumbura, nous aurons un briefing avec le vice-premier ministre dès son retour, parce qu'il est parti avec le président à Luanda. Il pourra venir et donner les détails. Je pense qu'il y a quelquefois des difficultés, notamment en termes d'interprétation, parce que le communiqué, il est d'abord fait en anglais. Notre opinion, on s'adresse à elle en français, mais je pense qu'il y a un esprit qui caractérise en tout cas la participation de la République démocratique du Congo à toutes ces différentes réunions, et c'est dans cet esprit que nous pensons que nous allons parvenir à la solution. Il faut bien évidemment qu'on se réfère, et ça le président de la République l'a rappelé, et malheureusement cela n'a pas été ressorti comme tel, c'est que nous avons souscrit au communiqué de Luanda, et c'est les communiqués de Luanda qui fixent les schémas de sortie de crise. Je dois rappeler ici que c'est les communiqués de Luanda qui est aussi la boussole pour la communauté internationale. Et donc, lorsqu'on se retrouve dans le cadre de la réunion de la communauté de l'Afrique de l'Est, on fait les points évidemment de la situation, parce que vous avez vu qu'entre-temps, le Rwanda continuait d'opérer de la manière la plus violente en faisant intervenir des unités notamment spéciales, même celles chargées de la sécurité du président Kagame, pour venir faire la guerre en République démocratique du Congo. C'est tout dire du niveau de violence qui a gagné cette partie du pays. Et donc ici, il était question d'épingler la responsabilité du Rwanda de nouveau et de rappeler que les schémas sur lesquels tout le monde doit s'aligner, c'est les schémas des Rwanda. Je peux rappeler quelques points. D'abord, c'est les cessez-le-feu, le retrait immédiat. Après le retrait suivant les plans convenus, c'est après le retrait qu'on peut envisager une discussion avec les M23. Et tant que ces conditions ne seront pas réunies, il n'y aura pas de discussion avec les M23. Cela doit être bien clair, et c'est cela qui a été rappelé, et c'est ce qu'il faut retenir. Il n'y a pas eu des signatures, parce que j'ai cru voir des photos circuler, il n'y a pas eu des signatures d'un quelconque document par les présidents de la République là-bas. C'était plutôt la synthèse de la réunion, le communiqué qui est toujours préparé par les secrétariats de la Eastern African Community. Les collègues Lutundula pourra vous partager les autres détails, mais je dois vous dire que la réunion a été particulièrement houleuse, et beaucoup de vérités ont été dites. Voilà, on va prendre... Le communiqué de Bujumbura. Le communiqué de Bujumbura ne pouvait pas être signé parce que c'est un communiqué qui est préparé par les secrétariats. C'est différent du communiqué qui est ressorti de Luanda, où il y avait des réunions des chefs d'État où on s'engageait sur un plan assorti d'un calendrier. Voilà. Merci. Prochaine question d'Adi Songozo. Merci. Monsieur le ministre, dans ce contexte de cette rencontre qui a eu lieu à Bujumbura, est-ce que le gouvernement congolais continue à faire confiance aux forces de l'EAC par rapport à ce qui se passe sur terrain, quand déjà on sait que... Merci. Est-ce que le gouvernement congolais continue à faire confiance aux forces de l'EAC? Sur terrain, on voit les M23 qui continuent à avancer. Et dans l'entretemps, nous sommes dans un processus, la République démocratique du Congo, pour le retour de la paix. Est-ce qu'il y a confiance à ce stade? Dernière question. Nous apprenons que le président français Emmanuel Macron sera en République démocratique du Congo. Nous nous souvenons que le président français avait réuni autour de lui le président rwandais et congolais. Est-ce que c'est toujours dans ces cadres-là qu'il arrive?
Si vous pouvez confirmer l'information et essayer de nous dire si c'est dans le contexte toujours de cette crise-là. Merci. Merci. Alors, est-ce qu'il y a confiance aux forces de l'EAC? Il y a une difficulté, parce que je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de confiance ou que la confiance est totalement rompue dès lors qu'elles sont là. Ça veut dire qu'il y a la force régionale est arrivée dans un contexte. Nous avons adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est et là, nous avons convenu que nous devons avoir deux processus. Un processus politique lié justement aux discussions avec les différents groupes armés qui a été tenu, malgré tout, autour du président Uhuru Kenyatta et beaucoup de délégués des groupes armés y ont participé, à l'exception du Rwanda, à travers le M23. Ensuite, il y avait cette composante contraignante qui devait être la force régionale qui vient avec un mandat clair, qui est un mandat offensif. Et nous observons que depuis le communiqué de Luanda du 23 novembre qui avait fixé la ligne à suivre, les choses ne se font pas telles qu'elles devraient se faire parce que visiblement, les M23 ne s'est pas retirés. Il y a eu des simulacres des retraits à Kibumba ou à Rumangabo, mais ils sont restés dans les environs et donc ça pose un problème d'efficacité. Aujourd'hui, il y a un problème d'efficacité de cette force et c'est ce qui a aussi fait l'objet de la discussion qu'il y a eu hier autour des chefs d'État et c'est ce qui fera l'objet de la réunion prévue dans une semaine avec les différents états-majors. Nous avons souscrit dans un processus avec cette force qui devrait être là pour fixer l'objectif M23, pas seulement, mais d'autres groupes armés, parce que cela ne se fait pas, ça suscite évidemment de réactions, notamment la colère qui est observée aujourd'hui dans les Nord Kivu contre les forces régionales. C'est une colère justifiée parce qu'il y a des objectifs qui étaient assignés qui ne sont pas encore atteints et ce n'est pas du mandat de la force régionale de commencer à discuter ou à chercher une issue politique avec les M23. Ce n'est pas ça son mandat et cela a été bien rappelé. D'ailleurs, vous avez vu une vidéo qui a fuité que les amis d'actualité ont partagé, je pense, où le président de la République les rappelait de manière claire au général Niaga. Nous avons appris effectivement qu'il y a le président Macron qui va effectuer une tournée africaine qui va se clôturer en République démocratique du Congo. Les moments venus, on confirmera, on annoncera les dates officiellement, mais je peux vous dire que ces équipes d'avance ont commencé déjà à venir à Kinshasa pour préparer la visite, qui est une visite qui aura, bien évidemment, du point de vue du président Macron, il vient à la rencontre du plus grand pays francophone pour voir comment renforcer la relation bilatérale entre les deux pays, mais pas seulement, parce que les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, nous principalement, c'est les sujets de la sécurité. Aujourd'hui, il n'y a aucun hôte que nous pouvons recevoir ici sans que cet hôte ne montre en tout cas un sentiment d'abord de compassion parce que la situation humanitaire est difficile, mais aussi un sentiment de soutien de manière claire, comme l'a fait le pape François, autour de l'intégrité, du respect de l'intégrité, de l'indépendance et de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Le pape a d'ailleurs été plus loin en disant qu'il faut retirer vos mains. Et donc nous pensons que, parce que le président Macron s'est proposé de jouer les médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, cette question sécuritaire, évidemment, sera la question que les Congolais suivront les plus, parce qu'il n'y a rien qui ne dépasse la sécurité en termes des priorités pour les Congolais aujourd'hui. Si je me trompe, dites-le moi, et je pense que dans les discussions qu'il aura avec le président de la République, cela lui sera bien rappelé. Il est prévu qu'il prenne la parole à l'occasion, il est prévu qu'il rencontre de jeunes entrepreneurs. Le moment venu, les détails seront fixés, et nous espérons que le président Macron sera clair et sans ambiguïté sur ce qui concerne la situation à l'est de la RDC. Prochaine question, Pascal Moulegua. Merci, Monsieur le Ministre. J'aimerais revenir sur la visite du pape François. Peut-on aujourd'hui savoir si sa visite, ces 3 jours, ont coûté combien au trésor public congolais, puisque nous sommes tous réconciliés aussi avec la redevabilité. La deuxième question, par cette façon de l'armée de ne pas attaquer l'M23 ou bien de ne pas récupérer les positions, les localités sous contrôle du M23, peut-on comprendre par cette posture que la voie militaire n'est plus une option pour Kinshasa, parce que je vois vous accratinez plus sur la voie diplomatique.
la force régionale, il est bien clair qu'elle n'est pas offensive. Dans votre communiqué hier, si je me rappelle bien, avant-hier, vous avez réitéré votre position qu'elle est offensive. Il y a vraiment cette ambiguïté-là. Quelles conséquences tirer? Il n'y a pas d'ambiguïté parce que les missions de la force régionale ont été spécifiées dans les mandats qui est les siens. Je pense que de ce point de vue, les choses doivent être claires. La République démocratique du Congo va défendre chaque centimètre de son territoire, nous les disons. Je ne suis pas militaire pour vous partager certains détails opérationnels, mais ceux qui opèrent sur le terrain, ce n'est pas les M23. En réalité, les M23 n'existent pas. C'est l'armée rwandaise qui opère. Je peux vous donner des exemples parce que ce qu'ils arrivent à gagner, c'est des batailles, parce que la guerre, nous pensons que nous la gagnerons quoi qu'il advienne. Il est plus facile de recevoir, par exemple, du renfort venant du Rwanda, dans ces zones-là, que des renforts venant de Kinshasa. Ils peuvent prendre, je donne un exemple, s'il faut amener 2000 militaires, ils sont à côté, ils prennent des jeeps, ils font 2-3 heures de route, ils arrivent. Si nous, il faut mobiliser, envoyer 2000 militaires sur place, il faut peut-être prendre à Moura ou à Kinshasa dans les autres unités, ça vous prend 10 vols. Et donc, il y a des questions parfois qui sont opérationnelles, qui peuvent faire en sorte que, parce que lorsque vous avancez par exemple sur Kichanga dans les derniers jours, les forces armées avaient pris les dessus, mais il y a des renforts qui sont venus des unités spéciales du Rwanda à un moment donné, parce que le combat se passe, parce que c'est parfois des centres urbains, c'est des agglomérations, on est obligé, nous, de tenir compte de tout cela. Mais ceci n'ébranle en rien la détermination qui est la nôtre de faire cette guerre, parce que nous l'avions dit, on fera une guerre, on sera sur le front médiatique, diplomatique, militaire et judiciaire. Et de ces points de vue, nous n'allons pas désemparer, nous allons continuer. Au sujet de la visite papale, l'éternelle question revient. Je pense que la visite s'est terminée il y a quelques jours, nous devons avoir le temps de concilier, parce qu'il y a encore des prestataires, il y a des factures. Le moment venu, il y aura une conciliation qui se fera plutôt au niveau du Premier ministre, c'est lui qui coordonnait toutes les commissions. Mais ici, il faut savoir que, par exemple, pour la RTNC, il y a des matériels qui serviront pour la francophonie. Parce que le principe dans les dépenses publiques qui ont été engagées dans le cadre des préparatifs de l'arrivée du pape, en dehors du podium qui a été spécialement aménagé, à la demande d'ailleurs du Vatican, il y a des acquisitions qui ont été faites. Et je ne suis pas malheureusement dans toutes les commissions pour en faire l'inventaire, mais c'était ça le principe qui nous guidait, parce qu'il faut faire une gestion parcimonieuse des finances publiques. Prochaine question, Blaise Zainda. Sur la force régionale, je l'ai dit, sur la force régionale, c'est clair que le mandat de la force régionale est offensif. C'est ce qui avait été prévu, mais si cela n'arrive pas, il y a des difficultés, c'est pour ça qu'on se réunit, c'est pour ça qu'on fait le point, c'est pour ça que les chefs d'état-major vont se réunir pour voir dans quelle mesure on rend cette force plus efficiente par rapport à l'objectif qui est le sien, c'est lui de combattre les forces négatives, y compris les M23. On va prendre la question de Blaise Zainda. Monsieur le ministre, ma question c'est au sujet de ce fameux communiqué du secrétariat de l'EAC. Est-ce qu'il est possible, je voudrais un peu avoir l'avis du gouvernement congolais, lorsque l'on évoque l'exigence d'un dialogue pour le traitement inclusif et définitif de l'insécurité dans l'Est du pays, est-ce que le gouvernement est partie prenante pour entamer un dialogue? Parce que de plus en plus dans l'opinion, on se dit, lors du dernier communiqué où le gouvernement condamnait l'attaque de l'hélicoptère à la MONUSCO, il semble qu'on a omis un mot usuel qui traitait les M23 des terroristes. Est-ce que nous commençons un peu à mettre un peu d'eau dans notre vin pour que nous puissions amorcer un processus de dialogue avec ces terroristes finalement? Ça veut dire qu'il faut éviter d'ambiguïté dans les termes. Et si le vice-premier ministre Lutundula a fait la communication qu'il a faite après le communiqué de l'EAC, c'est parce que les idées ne doivent pas être confuses. Nous ne négocierons pas et nous ne comptons pas négocier avec les M23. Cela doit être bien clair. Les conditions des négociations, des discussions avec les M23 ou de la reprise de la coopération avec les Rwandais ont été définies par le communiqué de Luanda. Première chose, cesser le feu, retrait
cantonnement des armements à partir du Mont Sabinho. Ensuite, nous discutons. Tant que vous n'avez pas vu de cessez-les-feux respectés, tant que vous n'avez pas vu de retrait, vous ne verrez jamais une discussion entre le gouvernement congolais et les M23. Cela doit être bien clair. Mais ceci dit, il y a des dialogues qui se font à un autre niveau parce que la question est une question qui est prise en charge par la région, notamment la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc, il faut considérer que la réunion qui s'est tenue, c'est dans les cadres de ces contacts, mais que nous, le plan qui est le nôtre, c'est le plan de Luanda, et c'est sur ça que nous tenons. Merci. Jordan Maïnikini. Deux petites questions, Monsieur le ministre. La première, c'est concernant les classements qui venaient d'être publiés par l'ONG internationale allemande, Transparency International, sur l'indice des perceptions de la corruption 2022, où la République démocratique du Congo est classée à la 166e place sur 180 pays. Bien sûr, nous avons évolué, puisqu'en 2021, nous étions classés à la 169e place. J'aimerais avoir le point de vue du gouvernement. Et puis, la deuxième question, Monsieur le ministre, celle-ci, je la pose en tout cas la mort dans l'âme. Il s'agit de la recrudescence du phénomène Kuluna dans la ville de Kinshasa. Monsieur le ministre, au moment où nous parlons, il y a des quartiers qui sont séparés en deux camps, les Arabes et les Américains. Pour bien y vivre, vous devez être soit arabe, soit américain. C'est très grave, monsieur le ministre. Chaque jour, les gens sont tués, les familles sont, plusieurs familles sont pillées. Alors, j'aimerais savoir que fait le gouvernement pour mettre fin à ces phénomènes qui nous dérangent. Alors, sur la deuxième question, c'est une question sur laquelle le président de la République est revenu plusieurs fois en Conseil de ministres. Et d'ailleurs, je me souviens que dans un de nos briefings, j'ai abordé les sujets parce qu'il y a un besoin de sanctionner tous ceux qui se complaisent dans la criminalité. Nous savons par exemple qu'il y a des quartiers à Makala, j'en avais parlé d'ailleurs le jour du retour du pape François. Nous étions dans le bus avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, j'ai abordé les sujets avec lui parce qu'aujourd'hui, c'est clairement une question de sécurité publique. Je crois savoir qu'au niveau de la police, il y a un programme spécifique en cours qui va se mettre en place pour voir dans quelle mesure on indique ces phénomènes. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé la méthode forte à l'époque de l'opération Coup de poing et les réactions que cela a suscité. Mais aujourd'hui, quand on regarde le niveau de violence dont sont capables ces jeunes, en tout cas lorsque l'État doit agir, l'État ne doit pas agir aussi violemment qu'eux, mais la riposte de l'État doit être beaucoup plus dissuasive. Ça veut dire qu'on ne va pas aller, à dire on va faire des condamnations à mort, non. Mais il faut que la sanction soit exemplaire. Ça veut dire que si on vous arrête, il faut une chambre foraine, procès public et prison, et on s'assure que vous n'en sortez pas jusqu'à ce que vous êtes rééduqué. Ou tout au moins, jusqu'à ce qu'on est sûr que vous ne représentez plus un danger. C'est aussi, malheureusement, cette problématique repose la question de la prise en charge de tous les problèmes sociaux que le pays, structurels, que le pays connaît depuis plusieurs années. Il y a clairement un problème de prise en charge des jeunes sur lequel le gouvernement est en train de travailler. Mais malheureusement, c'est des problèmes qui n'ont pas été résolus pendant des années. C'est des questions qui sont accumulées. Mais nous pensons que la stratégie mise en place nous permettra dans la durée d'apporter des réponses durables à ces phénomènes. Alors, sur votre question sur l'indice des corruptions, je ne sais pas si je dois dire, je n'ai pas personnellement lu le rapport, je ne sais pas si je dois dire c'est bien ou c'est mal, mais ici, parce que le pape François en a parlé lorsqu'il s'adressait aux jeunes Congolais au stade, nous nous sentons très à l'aise lorsqu'on parle de corruption, parce que jamais dans ce pays, on a eu des machines, des luttes contre la corruption aussi engagées et mises en place. Je vous cite l'Inspection générale de finances, je vous cite l'Agence présidentielle de lutte contre la corruption, je vous cite la Cour des comptes. L'IGF n'est pas une création du président Tshisekedi, c'est une institution qui existait et qui fonctionnait, mais l'IGF ne disposait pas de l'influence ou de la capacité qu'elle a aujourd'hui pour traquer les détourneurs. Et d'ailleurs, vous suivez régulièrement l'IGF sur la télévision nationale et partout où il fait aussi un peu plus de pédagogie. Je ne vous vendrai pas un secret pour vous dire, par exemple, que les dépenses, même les dépenses publiques, parfois avant qu'elles ne s'effacent, l'IGF intervient en amont.
C'est pour vous dire l'environnement dans lequel nous sommes. L'IGF ne fait pas seulement le contrôle a posteriori, mais parfois elle intervient en amont, déjà dans le départ. Et donc, ce n'est pas nous, lorsqu'on parle de corruption, nous ne nous sentons pas particulièrement interpellés parce que nous avons déjà une stratégie pour régler les problèmes, mais le véritable défi que nous avons sur le sujet de la corruption, c'est de voir comment on accroît les moyens de production pour être sûr que chacun, où qu'il travaille, gagne suffisamment pour tenir le 2 bouts du mois. Je ne voudrais pas justifier les Madé Swabana ou tout ce qui se raconte, mais je crois qu'il y a aussi cette problématique de la prise en charge des salaires et des revenus qui doit être considérée dans le cadre du contexte général, mais que ce soit pour le président de la République ou du gouvernement ou de l'IGF ou de la Cour de compte ou de l'APCLR, des stratégies sont mises en place pour lutter contre la corruption. Et pour cela, nous n'allons pas nous jeter des fleurs, mais nous avons des résultats. Regardez, de 2020 à 2023, on est passé d'un budget de 5 milliards à un budget de 15 milliards, un accroissement d'à peu près 200%. Ce n'est pas de la magie, mais c'est parce que justement, on a bouché les trous, des manques à gagner, des corruptions, d'exonérations. Toutes ces petites pratiques qui entouraient les finances publiques aujourd'hui n'existent pas et nous allons continuer à faire davantage pour capter le maximum de ce que nous produisons pour que cela soit injecté dans l'éducation, dans la santé, dans le route pour les biens du peuple congolais. Prochaine question, Innocent Olenga. Merci beaucoup pour la parole, Monsieur le ministre. Mes questions concernent beaucoup plus la ville de Kinshasa. Un policier m'a demandé de vous parvenir sa préoccupation parce qu'eux, ils ont peur des brimades dans leur exercice. Ils ont peur? Ils ont peur des brimades. Des brimades. Oui. Alors, sa préoccupation est la suivante. Le président de la République a appelé les membres du gouvernement à respecter les codes de la route. Lui-même, le président de la République, roule sans plaque bâchée. Le Premier ministre, mêmement. Mais pourquoi vous, les membres du gouvernement, en commençant par le VPM de l'Intérieur et son escorte, vous avez toujours des bâches, plutôt des plaques d'immatriculation bâchées? Vous avez peur de quoi? Ça, c'est sa préoccupation. Et la deuxième préoccupation, c'est par rapport à l'opération Kinshasa Zéro Trou. Est-elle une réussite ou un échec, selon votre appréciation? Parce que quand on regarde la commune de la Gombe, qui est la vitrine de la capitale, presque toutes les routes sont défoncées. Alors, sur la question du policier, la réponse, elle est toute simple. La plaque du VPM à Celo, c'est 002. Je peux même vous donner sa marque de voiture. Pourquoi vous, ministre de l'Intérieur, il faut bien, vous allez bâcher votre plaque? Non. Parce que vous savez, nous, sur cette question, justement, plusieurs fois, le président de la République nous a demandé de prêcher par l'exemple. Sur cette question de la discipline, parce que ce n'est pas seulement bâcher les plaques, mais c'est aussi circuler en sens inverse. Regardez, si vous regardez généralement le Premier ministre, lorsqu'il quitte la résidence officielle pour aller à la primature, c'est toujours vers Sosimat, c'est toujours embouteillé, il reste sur sa ligne. C'est cela le principe que nous tous nous devons suivre. Alors après, on ne va pas commencer à filer le vice-premier ministre partout il sera ou les ministres partout ils seront pour dire telle plaque est bâchée, telle plaque est bâchée. Mais ici, je vous ai donné sa plaque, vous pouvez vérifier ses bureaux à côté du Palais du Peuple. Si, et d'ailleurs sûrement qu'il est en train de suivre ses briefings, si sa plaque est bâchée, c'est peut-être pas lui, c'est peut-être le chauffeur, parce que je ne vois pas un membre du gouvernement qui suit ce que le président de la République nous recommande sur des petites choses, notamment sur les questions des circulations routières pour éviter les embouteillages, bâcherait sa plaque. Sur votre question sur Kinshasa Zéro Trou, ça dépend maintenant de quel bord vous jugez la question. Malheureusement, je n'ai pas les détails que mon collègue, dont dispose mon collègue Guissaro, qui est en charge des infrastructures. Je crois que finalement,
on va trouver un moment pour qu'il vienne répondre de ces sujets ici. Ce sera plus intéressant. À ce moment-là, il pourra vous dire. Mais dans Kinshasa Zéro Trou, il était question, on avait ciblé des axes, quelques coins de la ville de Kinshasa. On n'avait pas dit qu'on boucherait le trou dans toute la ville de Kinshasa en même temps. Il y avait un programme qui devait intervenir urgemment suivant des axes. Et de manière régulière, le ministre d'État, ministre des ITPR, en Conseil de ministres, nous fait les points de l'évolution. Je ne saurais pas vous citer les axes parce que je n'ai pas les documents en présence, mais par exemple, la route d'Enjili-Sekomaf, c'était une route qui était prévue dans le cas de Kinshasa Zéro Trou. Je pense que le Premier ministre l'avait inaugurée. Et il y a d'autres points qui ont été identifiés dans la ville qui ont connu des débuts des travaux et la bonne exécution. Donc pour cela, nous reviendrons avec les forces d'État et avec le ministre dédié. Comme ça, on est sûr qu'on lui pose toutes les questions et qu'il vous explique ce que c'était le projet au départ, ce qui a été fait aujourd'hui et ce qui sera demain. Parce que lorsque le ministre d'État nous dit, par exemple, que taux d'exécution 100% sur tel axe, les gens s'énervent. Parce que dans les 100%, ils pensent avoir ici. Mais si vous aviez un objectif de travailler sur un axe de 2 à 3 km et que vous l'avez fait, ce n'est pas tout le monde qui le voit. C'est comme c'est dans l'autre partie de Kinshasa. C'est lui qui est à Ngouma ou c'est lui qui est à Makampane ne l'a pas vu, que vous comprenez, qu'il soit ou à Bandal par exemple. De toute façon, il est prévu avec le ministre des ITPR de faire un travail sur Bandal. Nous en avions discuté pour voir comment continuer dans les cas des zéro trous sur certains axes. On va prendre la question de Patrick Lacoué. Monsieur le ministre, on a eu la visite du pape. Le cardinal a prononcé son mot. Comment le gouvernement a perçu ces mots-là? Quel jugement vous avez fait? Quelle lecture le gouvernement a fait de ce mot-là? Et cet événement était grand, mais nous n'avons pas eu les chiffres de l'audience de cet événement. Un élément à relever, il n'y a pas eu des mesures de quantification de la masse populaire qui a accédé à Ndolo. Pourquoi ce bémol? Écoutez, sur la deuxième question des chiffres et d'audience, de ceux qui ont suivi ou de ceux qui se sont mobilisés? Parce que sur le principe, parce que le site de Ndolo a été choisi par l'Église. Lorsque nous sommes allés sur place, je ne me souviens plus du calcul exactement, mais ils avaient calculé qu'au mètre carré, on pouvait avoir 4 personnes. Et que ce site-là, pleinement rempli, pouvait contenir 4 millions de personnes. En tout cas, le minimum, c'est 2 millions de suivant les chiffres des spécialistes. Donc, on calcule, on part de la surface générale, on dit au mètre carré, on peut contenir 4 individus. Dans l'hypothèse où tous les espaces sont occupés, voilà les nombres qu'il y aura. Mais on n'avait pas occupé tous les espaces. Et donc, il y avait approximativement, en tout cas, on parle de plus d'1 million parce que nous avions 30 zones avec les statistiques de Jésus Noël et les travaux qui a été fait par l'Église. On peut avoir approximativement, mais malheureusement, on ne saura pas vous dire combien de Congolais étaient réellement présents ce jour-là. Pour ce qui concerne l'audience pour la télévision nationale, peut-être que la RTNC pourra nous donner les réponses, mais je ne suis pas sûr qu'on est assez outillé pour parler des audiences à ce niveau-là. Vous posez la question, je savais qu'elle reviendrait, parce que nous adorons parfois moi j'appellerais ça polémique. Nous étions dans le cadre d'une messe organisée pour tous les Congolais pour marquer cette célébration papale. Le cardinal a présenté son mot. Ce n'était pas plus important que le mot que nous avions entendu la veille du pape ou l'homélie du pape parce que nous sommes venus écouter le cas. Nous sommes venus tous écouter les papes. Et donc pour nous, il n'y a pas de commentaire particulier à faire sur cela. Nous avons retenu les enseignements qui ont été faits par les papes quand il s'est adressé à nous comme hommes politiques, mais nous avons surtout retenu ce qu'il a dit aux jeunes, aussi ce qu'il a dit aux prêtres sur leurs responsabilités dans l'encadrement des fidèles et sur l'attitude de pauvreté qu'ils doivent observer. Je ne voudrais pas revenir. Vous savez, j'ai pris le soin de relire tous les différents discours du pape prononcés devant la classe politique, prononcé devant les évêques à la Senco, présenté devant les catéchètes, partout,
mais c'est d'une profonde sagesse. Je pense que ce que nous devions écouter, c'est les messages du pape qui a été très clair. Mais ceci, parce que c'est une question qui revient souvent, je pense que nous devons arriver à faire un débat sur la responsabilité ou le rôle de l'Église. L'Église catholique, lorsque nous organisions tout l'événement, il y a des gens d'autres confessions qui se sont sentis, j'ai vu sur des réseaux sociaux, un peu, comment dire, frustrés ou mécontents. Bon, on ne va pas rentrer dans cela parce que nous savons tous que le pape est une autorité qui est à la fois religieuse, mais aussi politique, à la tête de l'État du Vatican, premièrement. Deuxièmement, l'Église, de manière régulière, s'exprime généralement pour prendre les positions pour les pauvres ou pour les personnes qui souffrent. Nous, chaque fois que l'Église s'exprime, nous ne nous sentons pas ciblés. D'abord, pourquoi? Parce que la situation à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est une situation qui fait part de l'héritage, du diagnostic. L'Église sait, ou le prêtre savent, que la situation des Koulouna aujourd'hui, la situation de l'insécurité aujourd'hui, c'est des situations dont notre gouvernement a hérité. Et donc, on peut nous interpeller sur notre stratégie pour régler le problème, mais on ne peut pas nous blâmer pour l'existence de ces problèmes qui sont antérieurs à nous. Mais parce qu'on parle souvent de l'homme congolais, et lorsqu'on parle de l'homme congolais, souvent on dit que l'homme congolais, il est corrompu. Et tout ce qu'on dit de négatif. Mais comment se forme l'homme congolais? Monsieur Lac, vous avez étudié où? Vous priez où? Ça veut dire que dans ce que l'homme devient, dans un contexte où la moitié du pays est des confessions catholiques, il faut qu'on se pose des questions. J'ai commencé à avoir cette discussion avec l'abbé Chollet ou même le cardinal. Après la messe, j'ai croisé les cardinals à l'Annonciature. Quand le pape rencontrait, le cardinal m'a dit merci. Il dit qu'on devait dire merci au gouvernement pour ce qui a été fait. Et je crois que le message de la SENCO a été on ne peut plus clair sur le fait que le pape était d'abord l'invité du président de la République et sur le fait que le gouvernement s'est déployé, le président de la République, le Premier ministre et tous les membres du gouvernement, parce que nous considérons que la visite du pape était une occasion prestigieuse pour le pays. Et donc, cette visite ne devrait d'aucune manière servir les intérêts politiques des uns ou les intérêts politiques des autres. Les uns peuvent être dans l'Église ou en dehors de l'Église, mais la visite du pape, nous tous, nous devions la considérer comme une visite sacrée pour laquelle tous les Congolais devaient se mobiliser et que ça soit une réussite. Au bout du compte, le pape est reparti, j'étais à l'aéroport, il a dit au président de la République qu'il était très content et que la visite à la République, sa visite à la RDC restera marquée dans sa mémoire et qui continuera à prier pour nous. Ça veut dire que l'objectif est atteint. On a mobilisé des millions de personnes. On n'a pas eu un seul mort. On devait les craindre. À 85, il y en a eu. On n'a pas eu des cas des blessés ou des blessés graves où on n'a pas vécu dans des mouvements de foule, ce qu'elle en craignait. Ça signifie que les dispositions que nous avions prises avec l'Église, la communication a bien fonctionné, les protocoles ont bien fonctionné. Je crois que nous devons rester là. Pour le reste, nous devons collectivement, sur base des enseignements que le pape nous a donnés, nous politiques, nous jeunes, Église, nous interroger, parce que le pape disait « tous réconciliés en Christ ». Ça veut dire que si nous voulons nous réconcilier, s'il y a des difficultés, ce n'est pas seulement nous, les hommes politiques, qui sommes imparfaits. L'Église aussi a sa responsabilité. Et les papes l'a relevé. Et donc, dans un élan collectif, maintenant, faisons un débat des sociétés, disons que l'Église qui forme les enfants à l'école devrait peut-être insister dans ses programmes scolaires en accord avec l'État pour renforcer des programmes de civisme. L'Église qui reçoit les hommes politiques, entre guillemets, que l'on présente comme des détourneurs tous ces dimanches, devra avoir peut-être des moments où on dit, écoutez, on vous interpelle, monsieur, il y a ceci, il y a cela, parce que l'objectif ici, mon cher Lacoué, que ce soit pour le cardinal, que ce soit pour vous, que ce soit pour nous, c'est que le Congo
avance et que le Congo aille de l'avant et que les diamants que nous constituons, nous fassions un réseau de graphite. Lisez les messages du pape, ça vous donnera une idée de ce que nous devons devenir. On va prendre les 2 dernières questions avant de conclure. Madame, et puis ce sera Mbelechi. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre, pendant un moment, on a assisté au recrutement de jeunes au sein de l'armée congolaise. Entre-temps, il y a les terroristes M23 qui gagnent du terrain à Goma. Qu'en est-il de ces nouvelles recrues? Ils gagnent du terrain dans le Nord Kivu. C'est l'armée rwandaise, c'est les Rwandais qui se battent. Disons les choses clairement. Écoutez, les jeunes sont en formation. La formation militaire ne se fait pas en 1 mois ou en 2 mois. La formation militaire, je ne suis pas spécialiste sur le sujet, même si j'ai été au Tchèque, ça, on vous dit 6 mois, on vous dit 9 mois, encore que si vous devez aller combattre dans des zones montagneuses comme dans les zones du Kivu, cela requiert peut-être une formation spécialisée, mais ce qui est sûr, c'est que nous travaillons à la montée en puissance de notre armée et les dispositions sont en cours. Les hommes seront prêts pour combattre pour la RDC. Dès qu'ils seront prêts, ils seront déversés. Votre question me rappelle une petite brèche de ce que Blaise Haïd avait ouvert tout à l'heure, en disant qu'on aurait omis le mot terroriste quand nous qualifions les M23. Mais les M23, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un mouvement qui est terroriste, les M23 d'ailleurs et les Rwandais, qui s'est plaît à s'attaquer non seulement à des paisibles populations, mais ils ont pour stratégie de s'en prendre au personnel des Nations Unies. Je dois rappeler que les personnels des Nations Unies, les crimes commis contre eux sont considérés comme des crimes de guerre et les crimes de guerre sont imprescriptibles. Et c'est la 2e fois qu'ils s'attaquent à des hélicoptères. N'oubliez pas que samedi, il y a eu la réunion de Bujumbura où on a décrété un cessez-le-feu et les jours suivants, on s'attaque à un hélicoptère de la MONUSCO qui n'était pas en opération, qui n'était pas armé. C'est quoi l'objectif derrière s'il n'est pas de s'aimer la terreur? C'est l'occasion, et nous l'avions rappelé, pour le Conseil de sécurité des Nations Unies de sanctionner parce qu'on ne peut pas continuer à se complaire, entre guillemets, dans la diplomatie lorsqu'il y a eu d'abord 8 casques bleus qui sont morts du fait de ces agissements, c'était le 29 mars 2022, et lorsqu'il y en a eu qui ont été blessés en octobre à Kichanga parce que pris pour cible par les terroristes, et lorsque les autres, dans une mission un dimanche après-midi, comme ça, sont touchés. Donc il y a un besoin pour la communauté internationale, en tout cas pour les Nations Unies, d'agir et très vite pour prévenir à d'autres attaques contre pas seulement le personnel de la MONUSCO, mais aussi sur de paisibles citoyens. On va prendre la question de Mbelechi avant de prendre la question à Lingala pour terminer. Merci, Monsieur le ministre. Je voulais un peu savoir comment vous arrivez à digérer cette situation, l'affaire des zones tampons. Vous appelez les voisins pour vous secourir, votre maison est attaquée, et du coup, on vient vous aider, mais on vous dit, vous n'arrivez pas ici, après avoir chassé, je reviens sur les M23. L'East Africa récupère, les M23 laissent des zones que vous appelez aujourd'hui des zones tampons, et vous, en tant que gouvernement, vous n'avez pas accès à ces zones. Comment vous arrivez à digérer cette situation? On n'a jamais parlé des zones tampons. Il faut lire le communiqué de Luanda parce qu'il ne faut pas se laisser prendre par la propagande rwandaise qui, malheureusement, se trouve plusieurs relais. Il a été convenu qu'au fur et à mesure que le M23 se retire des positions, il y a la force régionale qui avance. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier que la République démocratique du Congo fait partie de la force régionale. Parce que le numéro 2 de la force régionale, c'est un général congolais. Donc, il ne faut pas considérer que lorsque la force régionale avance, il n'y a pas des militaires congolais, premièrement. Deuxièmement, on se dit, lorsque vous avancez, les autres se retirent. La force régionale, les Kenyans, ils sont 900. Regardez les étendues, les superficies qu'il faut couvrir en termes de sécurité. 900, ce ne sera pas suffisant, c'est évident. Et donc, parce que nous avons l'expérience justement du Rwanda,
lorsqu'il parle de retrait. Mais pourquoi, par exemple, le gouvernement n'avait jamais communiqué largement sur le plan qui avait été convenu, qui devait aboutir au retrait au plus tard le 15 janvier? Pourquoi nous ne l'avions pas fait? Mais parce que nous avons l'expérience. Et lorsqu'il y a ces simulacres qui se font, on observe, parce que ça se fait un jour lundi, mais vous pouvez venir mercredi, mais en attendant mardi, parce que vous avez les vôtres qui sont là-bas qui vous disent, vous avancez, parce qu'il y a des objectifs qui sont, en tout cas le premier objectif, c'est de s'assurer qu'on évite que les populations ne se retrouvent pris au piège des deux feux. Et donc ça, c'est ça le principe. Et donc sur cette question, il faut que nous puissions nous approprier ou lire et relire le communiqué de Luanda, parce que dans cette guerre dans laquelle nous sommes engagés, nous avons besoin d'avoir des alliés. Les journalistes, vous pouvez l'être, et pour l'être, c'est dans la propagation des bonnes informations et en tuant tout ce qui peut arriver comme rumeurs, comme questions qui peuvent soulever la passion et la colère des Congolais. On va prendre la dernière question de Fabrice en Lingala. Matondo mingi molobeli ya mbulamatari ya Congo démocratique. Nazali obe na mituna mibale ya yambo ezali tango bokendaka masolo na bayeba kubundisa ekolo Congo démocratique mingi tomonaka na ngambo ya ba M23 président Paul Kagame motuna ezali pona koyeba est-ce que bango pe batiaka penda pression po ete masolo wana esalema to mpe ezalaka biso bakongolais nde tosalaka yango soki baatake bakongolais na moniele ekolo Congo démocratique. E mpona nini koreklame na baye oyo bino bokanisaki ke bakoki kosala bitumba ya malamu kolia kopesa maboko simbisi na mampinga ya ekolo mpona kobengana banguna oyo bazali bongo kozangisa kimia na mondele ekolo Congo démocratique. Motuna mibale ezali na kozongela mwa moke projet ya zéro trou ya Kinshasa zéro trou moyangeli ya mbulamatari Congo démocratique akomaki na bokaboni ya commune ya Lemba na Matete esika inauguraki pont nzoka nde mabulu oyo esengelaki ezipama na Matete mobimba wenze ezali obe moko na district ya Moamba po ekosungaka baimboka pasa provisionner mais mabulu wana nyonso na koyebisa yo molobeli ya mbulamatari kolongwa signature ti okoma na zando ya Matete nzela eza te kolongwa na zando ya Matete ti obima na nzela ya Lemba nzela ezali te bino bolobi ni mpona ndeko Fabrice nakadisi ndeko Gisaro azolanda émission oyo ndeko Innocent Olengasi abandaki na mutuna wana ndeko Gisaro akoya koyanola akopesa pe ba détail nyonso kasi na mutuna na oyo ya liboso omoni bitumba nyonso tango esalamaka bitumba esilaka te soki bovandi na mesa ata lelo ba russe na ba ukrainien ndenge bazobunda guerre ezosalama makasi me boyokaki na mikolo eleki basalaki échange ya baprisonnier bokotuna kasi bato bazobunda ntongo midi pokwa basali baéchange ya baprisonnier ndenge nini bavandaki ya nini bavérifie baliste batali boye. Ça veut dire qu'il y a toujours des passerelles éthiques à la cas. Biso, l'air to salaki adhésion à biso, na communauté de l'Afrique de l'Est, to yokanaki, na ba état wana nyonso, po baza ba état voisin. Ezaneti ndeko na yo, l'air bobotami na famille, ndeko na yo kopona ete. Ata na ba famille mususu monaka yana leki, to pe ba mapasa, marlon kacha moya mususu pe na lipasa ne baswanaka. Mais baza mapasa, moko pe ba sololité. Mais ata bo sololité, to Richard Chako atabo sololité mais atikali li pasa na yo bozana li ya makila omoni biso lelo ata ndenge toza ko bunda na gouvernement rwandais o tokanisi ke bazana makanisi mabe o ezo contrarier ba intérêt ya ba population na biso mais soki okei na giseni na moment oyo ba congolais na ba rwandais bazoteka ba tomate o ateki nguba ozomona yango président Tshisekedi na stratégie oyaye akendaki après makambo nyonso bakokoso nyonso leki mikolo na est na réunion oyo invitaki na président burundais pona kosolola
qu'au faire le point de la situation. Bayokani, balobi à liboso, c'est les faits. Ata bawana bazo respecté, pour attaquer un hélicoptère à MONUSCO. Yami balé balobi, chef d'état-major bakokuta na poste zali koya, pour nakota la nini force régionale wane ko banda coopérer. Ozomona, il faut koye ke biso awa, ndenge tolobaka, tozana ba front mine, tozana front ya guerre, ou ya bitumba, ou ya mapinga, tozana front médiatique au biso tosalara défendant la patrie bendele ko ya tena bino elongo, tozana front judiciaire, tozape na front diplomatique o ezosala ke président Zaki na Mobembo na Bujumbura akei na Oyo lelo akepe Luanda. Nyonso wana président de la République azosala pona komema kimia. Et Oyo tokosenga na ba compatriotes na biso ezakaka kolandisa malobo o papa lobaki awa papa wa Roma. Il faut tozala unis. Nasima Mapinga, Nasima président de la République. Il ne faut pas tout kanisake parce que Gomeza à 2000 km que Oezo le Kakuna est à Libisoto. Il y a un bisoku tozakane sengo parce que Congolais et si kanyonso azali. Azala na dilolo, azala na kusumbalesa, azala na bujala. Soki ayoki ka sango, Nord Kivu komi makelele, akekuna obibiso tozakana Ituri na premier ministre, tokei kota la ba blessé de guerre. Ba blessé de guerre au mingi tokutana ina bangona Ituri to na Beni baza ba compatriotes ba utaka na ex Grand Équateur ozomona niveau ya nationalisme o tozanango ya bolingi mboka. Je crois que waneza valeur cardinale au batu nyonso il faut bazala nango et pe biso nyonso totele manasima mapinga bendele ko ya tomoni na bitumba netu abo ko perdre no bataille nde balwala lopoto mais guerre oyo tokolonga. Mais pour na kolongango, il faut qu'on soit vigilant, il faut qu'on soit debout, il faut qu'on dénonce l'ennemi, puis il faut qu'on soit unis. Nasima Mokonza Mboka, Nasima Mapinga. Bon, voilà la réponse à votre question. On va conclure notre briefing de ce soir. J'ai compris qu'il y avait beaucoup de demandes pour le ministre des ITPR. On va discuter avec, on va préparer avec lui le programme pour qu'il soit en mesure de vous dire ce qui a été fait, pas seulement dans le cadre du programme Zéro Trou, mais dans d'autres programmes qui sont en cours en République démocratique du Congo. J'avais prévu de terminer cette rencontre avec quelques phrases qui ont été prononcées par les papes François ici, pour que nous tous, nous puissions ruminer ces mots qui va faire en sorte que notre pays puisse sortir de la situation dans laquelle elle se trouve. Je vous partagerai les discours que vous devez lire et relire aussi. Congolais, vous luttez pour sauvegarder votre dignité et votre intégrité territoriale contre les méprisables tentatives de fragmentation du pays. Je viens à vous au nom de Jésus, comme un pèlerin de réconciliation et de paix. J'ai beaucoup désiré me trouver ici. Je viens enfin vous apporter la proximité, l'affection et la consolation. Que chaque Congolais se sente appelé à jouer son rôle. Que la violence et la haine n'aient plus de place dans les cœurs et sur les lèvres de quiconque, car ce sont des sentiments inhumains et anti-chrétiens qui paralysent les développements et ramènent en arrière vers un sombre passé. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Que le monde se souvienne des désastres commis au cours des siècles au détriment de populations locales, qui n'oublient pas ces pays ni ces continents. Alors, la dernière phrase pour ce soir, ces pays riches de son pluralisme typique a lui aussi un caractère polyédrique. En parlant du diamant avec sa forme, c'est une richesse qui doit être conservée en évitant de glisser dans les tribalismes et la confrontation, prendre obstinément parti pour sa propre ethnie ou pour des intérêts particuliers, alimentant des spirales de haine et de violence, tourne au détriment de tous en bloquant la nécessaire chimie de l'ensemble. Voilà, je veux m'arrêter là
J'espère que vous relirez comme moi les messages du pape François et que nous tous nous en serrons édifiés, chacun dans le rôle qui est le sien, dans l'Église, dans la politique, dans la famille, dans l'enseignement et dans la société. Je vous remercie. Nous devons ensemble avoir conscience que nul